Ben, merci d'être là, tout le monde. Je pense que je reconnais. C'est le fun de vous voir. Il y en a qui sont des fidèles. Je pense qu'ils ont suivi toutes les conférences de début. Alors, aujourd'hui, on reçoit Gabriel Deschambault, qui est un administrateur et vice-président dans notre CA, mais aussi un rédacteur au bulletin, un membre fondateur, un guide pour nos visites de quartier, un conseiller en histoire de patrimoine. Les gens n'oublient sûrement, parce que Gabriel fait beaucoup de choses à la Société d'histoire. Et puis, comme Gabriel fréquente le parc La Fontaine depuis qu'il est tout petit, je veux lui faire partager son amour pour ce lieu. Merci pour votre présence nombreuse. En préambule à cette présentation du Parc La Fontaine, je voulais vous présenter Émile Coderre, aussi connu sous le nom de Jean Arrache. Probablement qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ne connaissent pas Jean Arrache. On le disait, le poète des gueux. Essentiellement, c'est un pharmacien qui a viré poète, écrivain. Et il a toujours utilisé une espèce de langage un peu, pas de joual, mais un langage dit populaire. Alors, et comme il avait écrit un texte sur le parc La Fontaine, je vais vous commencer avec ce texte-là. À soir, je suis venu tirer une touche dans le parc La Fontaine pour prendre l'air, à l'heure où le soleil se couche derrière la cheminée de chez Joubert. Ici, on peut rêver tranquille, devant l'étang, les fleurs puis le gazon. C'est si beau qu'on se croit loin de la ville, puisqu'on étouffe dans nos maisons. Les soirs d'été, c'est le coin d'ombrage pour venir prendre la fraîche puis se promener, après qu'on a sué sur l'ouvrage, clown ou pissait au bout du nez. Faut voir les gens de la classe moyenne, c'est-à-dire la classe qui n'a pas le moyen, tous les soirs que le bon Dieu amène, arriver ici à plein chemin. Les blancs qui viennent, les pères, les mères, les amoureux, puis les enfants, dans les allées d'érable à giguère qui tournaillent tout autour de l'étang. Ça vient chercher un peu de verdure, un peu d'air frais, un peu d'été, un peu d'oubli que la vie est dure, un peu de musique, un peu de gaieté. Les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, chacun promène son cœur à soir. Il y en a même tout seuls qui pleurnichent sur le banc où ils sont venus s'asseoir. Par là-bas, au pied des gros saules, il y a un couple assis au râleau. La fille frôle sa tête sur l'épaule de son cavalier qui est aux oiseaux. À l'ombre des talles d'aubépine, d'autres amoureux viennent se faire l'amour. Vous savez bien de quoi ils jaspinent. Ils se promettent de s'aimer toujours. Ils ne savent pas ce chose surprenante que l'amour éternel, c'est des fois comme l'ondulation permanente. C'est rare que ça dure plus d'un mois. Pour le moment, leur vie est belle. Ils jasent en mangeant tous les deux des frites dans de la chandelle, en se regardant dans le blanc des yeux. 2 mots d'amour, 2 patates frites, ils sont heureux, c'est le paradis. Ah, la jeunesse, ça passe si vite, puis c'est pas gai quand c'est parti. D'autres passent en poussant sur le carrosse, c'est des mariés de l'été dernier, ça porte encore leur linge de noces que ça a déjà un petit à soigner. Par là-bas, il y en a qui défilent devant le monument de dollars, qui est mort en se battant pour la ville. De nos jours, on se bat pour des dollars. Tandis que je passe sur le pont rustique fait avec des arbres en ciment, l'orchestre dans le kiosque à musique se lance dans Poètes et paysans. Oh, la musique, c'est un mystère. On dirait que ça sait nous parler. On se sent comme heureux dans nos misères. Ça parle si doux qu'on veut pleurer. D'autres s'en vont voir les bêtes sauvages, 2 poules, un coq, puis 3 faisans. Ils s'arrêtent surtout devant les cages des singes qui se bercent en grimaçant. Il paraîtrait que des savants prouvent que l'homme est un singe perfectionné, mais peut-être bien que les singes d'eux autres prouvent que l'homme est un singe qui a mal tourné. Les yeux grands comme des piastres françaises, la bouche ouverte et le nez au vent, il y a un lot de gens qui regardent à l'aise la fontaine lumineuse de l'étang. C'est comme un grand arbre de lumière. Ça monte en l'air en dorant le soir. Ses couleurs d'or, de rose et de chimère. Ça tombe d'un coup comme nos espoirs. Ah, c'est bien comme les espérances que la vie nous fourre toujours dans le cœur. Ça monte, ça tombe, puis ça recommence. Dans le fond, ça ne change rien que de couleur. Alors, voilà notre ami Émile Coderre, Jean Arrache, qui nous a présenté son
son parc La Fontaine. En fait, en peu de mots, il a quand même résumé un peu le genre de personnes que l'on retrouvait dans le parc et le genre d'émotions ou d'activités que les gens recherchaient dans leur balade au parc La Fontaine. Alors, on va passer à l'essentiel de notre sujet. Donc, le parc La Fontaine est indissociable de la famille Logan, qui est la famille qui avait la propriété des terres sur lesquelles se trouve aujourd'hui le parc La Fontaine. Donc, c'est en 1786 qu'un monsieur James Logan, un Écossais qui était au Canada depuis quelques années, qui était boulanger pas de son État, mais de son travail dans le Vieux-Montréal. Alors, il achète une terre en 1786 qui se trouve essentiellement à l'est de la rue Panay, c'est-à-dire la rue Calixa-la-Vallée aujourd'hui, jusqu'à Papineau. Par la suite, la famille achètera d'autres terres un peu plus à l'est. Et plus tard, le gouvernement va acheter les terres jusqu'à la rue Amherst, qui formera l'essentiel de la surface du parc La Fontaine. La famille Logan, donc, a cette terre qui essentiellement part pratiquement de la rue Lagauchière pour se rendre jusqu'à la rue Laurier. Et le temps passant, on est en 1840, donc la ville se développe plus que l'agriculture se développe. Donc, en 1840, la famille décide de vendre leur terrain au sud de la rue Sherbrooke et un terrain qui va se faire lotir et donner vie à ce qu'on appelle aujourd'hui Centre-Sud. En 1845, la famille vend à l'armée britannique la partie qui est au sud de Rachel. On va voir une petite carte bientôt. Jusqu'en 1870, où l'armée britannique va quitter le pays, mais quand même, le gouvernement va garder la propriété du parc jusque dans les années, en fait, la ville de Montréal deviendra propriétaire complètement du parc La Fontaine qu'en 1992. En 1874, bon, les militaires sont partis. Le gouvernement souhaite quand même conserver les terrains pour des manœuvres militaires de l'exercice et ils demeurent propriétaires, mais ils vont louer en 1874 à la ville le parc Logan. La famille Logan, rapidement, alors on a dit que le patriarche James Logan avait acheté la terre et c'est son petit-fils James Logan III qui va hériter finalement vers 1840 des terres qui restent à la famille et il va se transformer en gentleman farmer et va implanter au nord de la rue Rachel une ferme modèle pour développer certaines races animales, pour développer certaines cultures spécialisées. Et on dit qu'en 1860, le fameux James Logan va remporter tous les honneurs à l'exposition provinciale qui se tenait dans le parc, l'actuel parc Jeanne-Mance, avec ses races de chevaux et ses races de vaches. C'est Sir Edmund Logan qui, par la suite, va occuper la villa que la famille avait fait construire, c'est-à-dire que James Logan, celui qu'on vient de voir, le troisième, a fait construire en 1840. Je reviendrai à M. Edmund. La villa Rockfield. La villa Rockfield était littéralement construite au milieu de nulle part, c'est-à-dire aujourd'hui à l'angle de Garnier et Mont-Royal. Vous pouvez voir ce bâtiment-là qui est pas relativement, mais qui est assez exceptionnel. Il était en rase campagne quand il aurait dû peut-être se retrouver dans le 1000 carrés doré, puisqu'architecturalement, il possède la qualité de ce qu'on est retrouvé là-bas, avec peut-être un peu plus d'ampleur que ce qu'on retrouvait au centre-ville. Alors, cette villa Rockfield a été construite en 1840 et elle va, malgré le fait que la famille Logan va, comment dirais-je donc, ils vont se retourner en Angleterre ou ils vont décéder, donc la villa va rester vacante, elle sera reprise par une firme commerciale qui va l'occuper et les bâtiments connexes comme des entrepôts jusqu'à ce qu'elle soit démolie en 1908.
Je reviens à M. Edmund Logan, qui était un grand scientifique, il était géologue, il était responsable au niveau fédéral de tout ce qui s'appelle recherche géologique, etc. D'ailleurs, on a nommé la plus haute montagne canadienne, le mont Logan, en son honneur. Il est décédé en 1875. Sur cette carte de 1859, donc quelque temps après que le gouvernement britannique, puisqu'en 1859, c'est toujours le gouvernement britannique qui s'occupe, on parle justement du département de la guerre. On voit ici une carte, un relevé de ce qui est actuellement essentiellement le parc La Fontaine, avec les deux lits des ruisseaux qui traversaient le parc à cette époque-là, des ruisseaux à la partie ouest et d'autres à la partie est qui ont été par la suite remblayés. Alors, sur cette autre carte de 1870, qui est justement un des atlas sur Montréal qui est le plus complet, le plus détaillé surtout, il a été réalisé justement par l'armée britannique tout juste avant son départ. On voit entouré d'un trait noir le territoire actuel du parc La Fontaine. On voit aussi surtout deux ruisseaux. Celui-ci, c'est le ruisseau de la montagne. Il origine, bien sûr, comme son nom l'indique, de la montagne. Il va croiser ici, évidemment, la carte, on ne voit pas beaucoup, là, mais il faut imaginer que c'est la rue Berry, la rue des Carrières qui est comme ça. Alors, le ruisseau croise le chemin, on va l'appeler le chemin des Carrières, bon, ou le chemin Saint-Michel, peut-être, on ne le sait pas trop, où on retrouvera la toute première tannerie qui s'est implantée dans le quartier. Et si on continue sur ce fameux chemin qui vraisemblablement se dirigeait vers le centre-ville, lorsqu'il va croiser le secteur ici de la future avenue du Mont-Royal, on retrouvera une deuxième tannerie, la tannerie de la famille Belair, qui va opérer quand même relativement longtemps, et qui, elle, est alimentée par un autre ruisseau qui vient celui-là du pied de la montagne. Alors, le grand ruisseau, vais-je retrouver ma carte? Oui, bon. Alors, le grand ruisseau qui arrive ici va entrer dans le futur territoire du parc La Fontaine. Il est sensible. Et c'est ce qui va donner finalement suite au lac que l'on retrouve actuellement. Et quant à l'autre ruisseau, le ruisseau de la tannerie, va rejoindre aussi le ruisseau de la montagne pour continuer sa course vers le sud pour devenir ce qu'on a appelé aussi le ruisseau Saint-Martin. Quant à celui qu'on l'on dit ruisseau de l'Est, comme je vous expliquais, il sera remblayé pour permettre aux militaires qui vont occuper la partie plus à l'est du parc à des fins d'exercice militaire, à des fins de parade. Alors, les fameuses parades, donc on sait que la présence des militaires à cet endroit-là est de 1845 à 1870 pour ce qui est de la garnison britannique, mais le gouvernement fédéral a, comme je vous l'expliquais, toujours conservé la propriété du terrain pour, au fil de différents événements, faire des parades militaires à cet endroit-là. Donc, on voit ici l'église de l'Immaculée construite en 1898. Donc, on voit bien que les militaires étaient présents quand même jusqu'au début du 20e siècle. On voit aussi, devant l'église, un petit bâtiment résidentiel, car à chaque extrémité est et ouest du parc, du futur parc La Fontaine, il y avait des lots qui n'avaient pas été expropriés par la ville et qui contenaient déjà des bâtiments. Alors, ce bâtiment-là, ici, va disparaître lorsque on va consolider la surface du parc. Sur cette photo de 1947, on voit une vue générale du parc. On voit ses principales limites, la rue Rachel ou le parc La Fontaine au nord, Papineau à droite, Sherbrooke au sud et Amherst à gauche.
On voit aussi que cette surface du parc a été découpée par deux voies nord-sud. Une qui était dans le prolongement de la rue Panet, qui est devenue la rue Calixa-la-Vallée, et une autre dans le prolongement de la rue Champlain ou Marquette en haut, qui est devenue la rue Émile-Duployer. On va voir dans une carte plus tard que ça faisait partie de la première conception de l'aménagement du parc. Alors, rapidement, on peut dire que la partie la plus paysagée ou la plus élaborée en termes de fonction et en termes d'occupation, c'est la partie à l'ouest. C'est là où on retrouve les étangs. C'est là où on retrouvera la plupart des équipements d'infrastructures municipales, chalets, kiosques à musique, etc., etc. La partie centrale, on l'a appelée aussi la partie fonctionnelle. Au fil du temps, c'est là qu'on retrouvera les différents plateaux sportifs et les terrains de jeu. Il y a bien sûr, ici au sud de ce qui est actuellement les tennis, on retrouve une partie qui est quand même paysagée. Et la partie la plus à l'est, c'est une partie qui aura toujours un paysagement assez élaboré avec des jardins et des sentiers un peu à la française. Si on arrive aux personnages, aux gens qui ont œuvré sur la création du parc La Fontaine, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Pierre-Auguste Pinoteau. Je vais mettre mes lunettes parce que... Alors, Pierre-Auguste Pinoteau a été accompagné par Louis-François Chollet en 1891, c'est lui, Chollet, qui va esquisser les toutes premières lignes d'aménagement du parc. Évidemment, ça sera sommaire pour le début, mais c'est vraiment là que va être donné. On parlait des îlots, on parlait des deux connexions nord-sud, etc., etc. C'est Cholet qui va donner ça avec Pierre-Auguste Pinoteau. Comme on dit, notre ami Pinoteau, c'est le premier surintendant des squares municipaux. Il sera là de 1888 à 1908, donc c'est quand même une bonne partie du temps. Et cette période-là va être connue ou qualifiée de période de conception et de création du parc lui-même. Alors, cette période de 1890 à 1898, ce 10 ans-là, si on veut, c'est là que les grandes lignes vont être mises en place. On parle de penser à mettre en valeur les dénivelés que l'on retrouve au parc et les cours d'eau qui y circulent. Donc, on ne veut pas, dans un premier temps, les combler, on va en tirer profit. Nos deux collègues vont établir une certaine hiérarchie de voies qui sera bordée d'arbres. Un grand boulevard de ceinture, on va le voir sur la diapo suivante. Un grand boulevard de ceinture, des allées plutôt principales et différents sentiers dans le parc. Je vous parlais de chacun des usages ou enfin chacun des destinations des trois grands îlots du parc. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a établi un peu ces usages-là et c'est là qu'on a déterminé de créer deux axes nord-sud. Cette carte-là, 1898, c'est la première esquisse de ce que l'on entend faire avec le parc. Elle est placée horizontalement, ce qui nous déroute un petit peu, mais on peut quand même, grâce aux étangs, reconnaître Alors, on a ici la partie ouest, avec les étangs à peu près tels qu'on les connaît aujourd'hui. Entre-temps, le gouvernement a cédé au gouvernement du Québec une assez grande surface de terrain pour la création d'une école normale, l'école normale Jacques-Cartier. Et de la même façon, le gouvernement fédéral avait octroyé une partie de terrain de l'autre côté de Calixa-la-Vallée pour la commission scolaire protestante. Donc, l'armée s'amuse sur le reste du terrain d'exercice. Il y a déjà des esquisses de jardin un peu plus à la française dans la partie est. Et il y a ce que je vous expliquais tantôt, ces espèces de parties non, c'est-à-dire à lotir, mais il y a simplement un petit bâtiment qui a été construit
Alors, c'est de la même façon qu'il y en avait ici, mais en 1898, sur cette carte-là, ça a été disparu. On voit les grandes serres qui sont là depuis une dizaine d'années. On voit la maison du surintendant du parc. Et bon, on va revenir avec des cartes un petit peu plus détaillées. Cette photo-là, assez belle photo d'atmosphère, 1889, c'est-à-dire, c'est en 1889 que notre ami Pinotto va faire déplacer les serres du square Vigée, du square, oui, c'est ça, Vigée, au parc La Fontaine. Alors, ces grandes serres-là, c'est là où sont cultivées ou toutes les plantes que l'on va retrouver dans les aménagements paysagers de la ville. Évidemment, il n'y en a pas autant qu'il peut en avoir aujourd'hui. Donc, euh, j'imagine on retrouvait ces choses-là dans les grands squares du centre-ville, tout ça. Alors, toutes les plantes de la ville sont développées dans ces serres-là, qui sont des serres chauffées, évidemment, et qui sont assez belles. Cette photo-là, plus récente, est prise du carrefour Rachel-Amherst. Alors, les serres étaient, si vous voulez, à peu près où est situé le monument de Dollard des Ormeaux aujourd'hui. Une autre vue, on va peut-être faire des petits voyages dans le temps quant à la date des photographies. Alors ici, vous voyez un tout petit bâtiment, enfin il est plus gros de l'autre côté puisqu'il y a la dénivellation du lac. On a appelé ça un pavillon belvédère. C'est un endroit où les gens vont s'abriter du soleil ou s'abriter de la pluie. Ça fait partie des premiers bâtiments que l'on voit apparaître dans le parc. Et on voit aussi sur la photo les premiers aménagements de ces fameux sentiers. Les arbres sont, comme vous pouvez le constater, sont tout jeunes. Et tout le monde est bien mis et s'amuse bien au parc La Fontaine. Ce fameux pavillon belvédère va être construit en 1909 et démoli en 1952. En 1890, Pinotto va construire la maison du gardien au coin de La Roche et Rachel. Tout juste à côté des serres, on aura l'occasion de le voir sur une autre carte tantôt. Et c'est à cet endroit-là que Pinotto va demeurer puisqu'il était responsable des parcs. Et c'est surtout à cet endroit-là que va demeurer le deuxième personnage dans notre chronologie des gens qui ont fabriqué le parc La Fontaine, Émile Bernadet. Alors, Émile Bernadet et son monde vont s'occuper de consolider, on appellera ça la période de consolidation de ce que Pinotto et son ami Cholet avaient fait auparavant. Alors, Émile Bernadet, qui est surintendant des parcs de Montréal, on dit de 1910 à 1943, va demeurer donc plus d'une trentaine d'années dans ce petit bâtiment assez joli dans le parc La Fontaine. On dit de lui d'ailleurs qu'à chaque matin, il faisait sa tournée du parc. C'était des anciennes façons de faire. Alors, durant cette période de 1908 à 1949, il faut terminer les aménagements déjà planifiés, embellir le parc avec des bâtiments et des équipements appropriés. On va construire un restaurant kiosque qu'on va voir en détail dans les photos suivantes et un chalet de nécessité, donc comprenons des toilettes, un endroit pour avoir de l'eau également. Un kiosque de musique, un chalet belvédère dont je vous ai parlé précédemment. Il va y avoir l'aménagement d'un pont rustique et d'un aménagement un peu plus général de ce secteur-là du parc qui va être assez impressionnant. Bernadet on dit en 1913, il va faire un voyage à Denver, au Colorado, et il revient avec une illumination que ça prend des terrains de jeu dans le parc. Et ça prend, il y avait déjà des espaces de jeu, bien sûr, mais ça prend des appareils, des glissoires, des balançoires,
etc., etc. Donc, il va faire fabriquer ces premiers appareils-là par les employés de la ville et il va les installer au parc La Fontaine. Ce sera le début de l'aménagement des terrains de jeu à Montréal. Et bien sûr, aussi l'art public. On parle du monument de Louis-Hippolyte Lafontaine, de l'art des Ormeaux, etc. Le fameux chalet-restaurant dont on vous parlait, cette photo-là est des années 30, a été construit en 1909 et il sera démoli en 1944 à la suite c'est-à-dire il y aura un incendie en 1944, donc il va cesser de fonctionner comme chalet-restaurant, mais il va quand même garder un étage, on va le voir dans les photos précédentes. Alors, c'est quand même un équipement assez substantiel. Il y a 2 étages et il y a un premier étage au rez de l'étang pour des locations de canaux. Alors, c'est quand même un bâtiment assez important. Le fameux pavillon Belvédère dont je vous parlais, on a ici une assez belle vue. Le pavillon de 1909 à 1952, il sera démoli par la période de rénovation du parc La Fontaine. Donc, on voit les toutes premières gondoles à circuler sur le lac. On voit aussi qu'il y a des canots, des chaloupes. Ça fait partie du côté amusement que le parc a toujours eu et possède toujours. Une vue depuis le lac où on voit, je vous parlais du pont rustique, le pont, on aura d'autres photos du pont plus détaillées. On voit la façade arrière du parc, du pavillon du restaurant, avec l'étage où les gens vont louer leur canot. Et il y a les 2 autres niveaux de terrasse des restaurants qui donnent quand même une belle allure à ce chalet-là. Ici, une carte postale est plus ou moins précise, mais quand même elle nous parle beaucoup de l'atmosphère qu'il pouvait y avoir dans ce fameux parc La Fontaine. Alors, il y a foule en bas au chalet pour louer des canots, il y a foule sur les terrasses du restaurant. Donc, c'est un endroit, peut-on présumer, qui est très fréquenté et surtout très agréable. Alors, on voit quand même que le pourtour du lac est déjà très arboré, avec des arbres adultes. Bien sûr, ce chalet va offrir pour être un restaurant à la page, va offrir des activités. Alors, on dit, venez vous rafraîchir au chalet du Parc La Fontaine. Là, malheureusement, je ne vois pas. Alors, l'endroit le plus frais en ville où vous êtes sûr d'y passer un agréable soirée. De la galerie du chalet, vous avez une magnifique vue sur la fontaine lumineuse, la chute et le lac. Et il y a un orchestre tous les soirs en après-midi sous la direction du professeur Gio Dumas. Canot de luxe, chaloupe, gondole. Donc, vous voyez que l'offre, pas d'amusement, mais d'activité au Parc La Fontaine est déjà bien implantée et surtout, semble-t-il, très sollicitée. Une vue du chalet-restaurant après l'incendie qui l'a abîmé dans les années 40, en 1944. Il n'a pas été détruit complètement, mais à toute fin pratique, on a décidé rapidement, en 1946, je crois, de démolir les parties supérieures pour ne garder que la partie inférieure qui était relative à la location des canaux, chaloupes, etc. Alors, le monsieur de la photo se tient sur la base de ce fameux pont de grêle que l'on verra un petit peu plus tard. Alors, cette photo où moi j'ai appelé le parc romantique, c'est qu'on voit la partie ouest du parc, le grand îlot où on retrouve les étangs. Alors, pour vous aider dans tout ça, disons donc, il y a le fameux pont avec son passage, il y a ici le kiosque à musique, il y a le chalet-restaurant qui est là, vous avez la fameuse école normale Jacques-Cartier, vous avez ici le premier bâtiment de l'hôpital Notre-Dame, la rue Rachel, et vous avez le monument de l'art qui attend pour
la démolition des serres pour être déplacés à cet endroit-là parce que dans la période de rénovation du parc, c'est là qu'on va retrouver le fameux Jardin des Merveilles. Donc, il a fallu déplacer la statue, le monument de Dollard des Ormeaux pour le replacer à son endroit actuel dans la diagonale de l'axe Rachel-Amherst. Ici, on voit donc les serres, on voit la maison du gardien et on voit les tramways de la rue Rachel qui s'en vont sur la rue de la Roche pour parcourir la ville. Donc, vous voyez que cet endroit-là est chargé de toutes sortes de bâtiments, toutes sortes d'activités, toutes sortes de fonctions. Alors, c'était la partie la plus vivante du parc La Fontaine. Ici, encore une fois, une photo d'atmosphère, si on veut, qui est prise sur, mettons, la rue Calixa-la-Vallée, à peu près à la mi-chemin dans le parc. On voit ici l'école normale Jean-Cartier sur Sherbrooke. Alors, c'est la belle sortie, le parc La Fontaine. On prend ses plus beaux atours. On peut résumer que c'est un dimanche. Parce qu'on ne s'habille pas comme ça nécessairement le mardi. Mais ça vous donne bien l'atmosphère que l'on pouvait retrouver au parc, le plaisir des gens de se promener à cet endroit-là. Voici le fameux pont de Grelle, aussi appelé le pont des Amoureux. Alors, c'est un architecte Clovis de Grelle, un architecte français. J'ai oublié de vous dire que M. Pinoteau est un ressortissant français et M. Bernadet aussi. Donc, c'est des Français qui ont élaboré et lancé l'aménagement du parc La Fontaine. On va les saluer pour ça. Et M. de Grelle qui a proposé ce petit modèle de pont qui est, évidemment, il y a une dénivellation entre les deux niveaux d'étang. L'étang nord dit supérieur et l'étang sud, quelques pieds de différence. Alors, le pont a été conçu pour permettre le passage avec une cascade, une chute de l'eau entre les deux niveaux d'étang. De Grelle propose une version très, très mi-chinoise, mi-curieuse de petits ponts. Tantôt, on parlait des rondins en ciment. Alors, tout l'aménagement du pont, on va voir, je crois, il y a une autre photo où on voit tout le chemin. Alors, c'était tout fait avec ces fameux rondins imitant le bois, c'est-à-dire des rondins de ciment voulant imiter le bois. Et ce pont était aménagé de telle sorte que les gens pouvaient... je pense qu'on a une autre vue. Les gens pouvaient descendre et passer sous le pont dans un passage parcouru également pour la cascade. Donc, le pont en lui-même est un événement visuel. C'est bien fait, c'est beau. D'autant plus que l'année suivante de sa construction, on va le garnir d'ampoules électriques qui, le soir, va le transformer en vraiment une féerie. En plus, il y aura la fontaine lumineuse qui viendra l'accompagner quelques années plus tard. Donc, le parc, le soir, avait vraiment encore une vie à cause de toutes ces activités-là. Une autre vue, j'en ai quelques-unes du pont de Grelle. On disait le pont des Amoureux parce que, justement, c'est des anecdotes, mais il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Les gens descendaient en passant sous le pont, et puis s'il n'y avait personne, ben les amoureux de notre ami Coderre de tantôt en profitaient pour s'embrasser. Donc, c'est ça le pont des Amoureux. Un autre point de vue pris à peu près du théâtre de verdure d'aujourd'hui. Alors, ça vous donne encore une fois l'atmosphère de la promenade dans le parc. C'est pas un boisé, mais c'est plein d'arbres, donc c'est agréable, c'est ombragé. Il y a la présence des plans d'eau qui sont toujours rafraîchissants aussi. Donc, tout ça concourt à la popularité de l'endroit. Bien sûr, en 1929, la compagnie Westinghouse va offrir à la ville de Montréal une fontaine dans le cadre du jubilé, je crois, des 50e anniversaire de la création de l'ampoule électrique de M. Edison.
Alors, cette fontaine-là est un équipement assez particulier puisque, semble-t-il, c'est la variation de la pression dans les différentes tuyauteries qui va également alimenter ou faire changer le coloris des ampoules qui éclairent la fontaine. Alors, cette fontaine-là, ça n'a aucun rapport avec le nom du parc La Fontaine. Le parc La Fontaine ne s'appelle pas comme ça à cause de La Fontaine, il s'appelle à cause de Monsieur La Fontaine, Louis-Hippolyte de son prénom. Mais cette fontaine lumineuse, pleine de couleurs, va prendre la relève, va prendre la vedette dans le parc. On viendra pour la voir et l'admirer tout au long de la soirée. Troisième personnage important dans notre démarche du Parc La Fontaine, Claude Robillard, qui lui va s'occuper de la période de rénovation du parc. Parfois considéré comme un personnage incroyable. D'un autre côté, on peut aussi le considérer comme un peu le fossoyeur du parc romantique dont je vous parlais tantôt. Mais enfin, laissons l'histoire juger. Donc, la période de 1950 à 87, c'est une vision d'intégrer davantage la culture dans les parcs et d'améliorer les équipements sportifs. Claude Robillard était un ingénieur, mais il avait fait sa formation au Collège Saint-Laurent, participait avec le père Legault, le père Émile Legault, aux Compagnons de Saint-Laurent. Donc, c'est quelqu'un qui avait un côté culturel très, très prononcé et pour lui, c'était très important. Quand on met trop de texte, la dernière lettre se retrouve à l'extérieur de l'image. Donc, on n'y peut rien, M. Justin. Non, 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 non. Ça nous. Non, c'est pas grave. Oui, ça m'a échappé, cette chose-là. Donc, notre ami Robillard, enfin, M. Robillard, avant de dire notre ami, va procéder à la démolition du chalet. Bon, il est incendié. Il va démolir le vieux pont et tout l'aménagement de la passerelle qui amenait au vieux pont. Le kiosque à musique, bon, il était ancien, mettons, on peut toujours justifier ça comme ça. Les serres vont être démolies, ainsi que la maison du gardien. C'est malheureux parce que cette maison-là était assez exceptionnelle. Il va moderniser l'image du parc avec la construction du chalet-restaurant que l'on connaît aujourd'hui, qui est toujours là, du théâtre de verdure qui a été remplacé déjà lui aussi, du jardin des merveilles surtout, et on parlait d'un volet culturel, la roulotte de Paul Buissonneau sera quand même un apport significatif de Robillard, puisque ça va quand même se déplacer en ville dans les différents parcs. Donc, la culture va se déplacer dans les parcs. Et il va amener une animation assez intéressante dans les terrains de jeu en mettant en place des moniteurs. Donc, les enfants qui vont se rendre dans les terrains de jeu vont effectivement être pris en charge par des moniteurs. Il y aura des activités de mise en place. Il y aura également des élections. On va élire des maires et des mairesses dans les parcs. D'ailleurs, si vous allez sur l'Internet, la Société Radio-Canada a fait un petit bout où Clémence Desrochers, qui était membre, les tout premiers membres de la roulotte avec Paul Buissonneau, interview des jeunes qui faisaient la cabale parce que l'élection allait avoir lieu pour élire le maire et la mairesse au Parc La Fontaine. Donc, c'est intéressant à voir. C'est surtout intéressant de voir comment est-ce que Robillard s'est pensé d'amener la culture, d'amener autre chose que le paysage est intéressante. Cette photo-là est assez exceptionnelle aussi. Les années 50, les connaisseurs de voitures pourront la dater plus, je ne vais pas noter la date exacte, mais on voit que le chemin qui longe l'étang sud et plus loin l'étang nord aussi est utilisé par les voitures. C'est sûr qu'entre Amherst et Papineau, la distance ne justifie pas nécessairement d'ajouter un lien nord-sud qui traverse le parc. Donc, il faut plus le voir comme une promenade et un peu comme le chemin Camillien-Hood de Remembrance,
un endroit où les gens peuvent circuler en voiture. Disons que c'est pas idéal dans un endroit comme le parc La Fontaine, puisque c'est quand même pas un immense parc. On peut présumer que les voitures ne roulaient pas vite, donc, mais simplement pour dire que c'est significatif de voir que dans les années 50, la voiture a encore une place si importante que ça pour se retrouver au cœur du parc La Fontaine. Claude Robillard va mettre fin heureusement à ce chemin. Donc, le pont rustique a été démoli, il a été remplacé par simplement un passage et la communication entre les deux lacs se fait de façon canalisée. Si on parle de quelques activités qui se déroulent dans le parc, on peut parler des spectacles. On a vu tantôt le kiosque à musique. Donc, ce kiosque à musique, comme d'autres ailleurs sur le territoire, ben, servait à recevoir des fanfares, un peu comme ce qui existe toujours aujourd'hui, la Fondation Campbell. Monsieur Campbell a laissé toute sa fortune pour faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des concerts de musique dans les parcs. Donc, longtemps, ces kiosques de musique-là étaient alimentés par des petits orchestres ou des fanfares. Et c'était très populaire. C'était situé en face de l'actuel chalet-restaurant et il y avait énormément de bancs. Donc, quand il y avait un spectacle, les gens le fréquentaient beaucoup. Robillard, qui avait de grandes volontés pour ce futur kiosque de musique-là, situé en avant du chalet, c'était comme une espèce de... Il voulait faire comme une conque, comme on voit à San Francisco ou dans certains parcs américains, pour faire vraiment un endroit de spectacle particulier, va plutôt opter pour la construction du théâtre de verdure, construit en 1956. Alors, le fameux théâtre de verdure est à peu près à l'emplacement du vieux zoo. C'est un théâtre en plein air, donc il n'a aucune protection contre les intempéries, bien sûr. Théâtre de plein air dit quand il pleut, il n'y a pas de spectacle, c'est tout. Mais avec le temps, on a voulu... oui, simplement, je voulais dire que lors de sa construction, effectivement, c'est un équipement qui est déposé au milieu du parc. Ça peut être discutable, mais avec le temps, on voit que la végétation ayant repris un peu ses droits, mais c'est quand même une vieille photographie. Avec le temps, c'était encore plus élaboré. L'endroit était beaucoup plus masqué, beaucoup plus intégré à la végétation. On l'a remplacé depuis quelques 2 ou 3 ans par un nouveau théâtre de verdure. La photo le fait paraître plus imposant qu'il ne l'est. Par contre, il reste quand même que c'est un bâtiment qui est imposant. Le théâtre de plein air n'était pas satisfaisant parce que probablement il mouillait trop, il n'y avait pas assez de spectacles. On a fini par avoir installé une protection. Alors, ça offrait plus de facilité techniquement pour installer de l'éclairage, etc., etc. Par contre, s'il pleut, on protège l'orchestre, mais le public, lui, il se fait mouiller dessus. Donc, Alors, on voit ici un spectacle au théâtre de verdure. Je ne sais pas qui est le petit groupe que l'on voit là, mais on se rend compte que, bon, l'éclairage est installé un peu à la bonne franquette. On est presque assis sur nos mallettes de clavier, etc. Alors, on voit que le théâtre de verdure, dans sa première version, était un théâtre de plein air de pas bon enfant, mais c'était pas la place des arts. Ça n'empêchait pas la place d'être remplie puis que les gens s'amusent avec tout ça. Une autre activité importante dans le parc, c'est les canots et les gondoles. Ici, on a une photo des années 14, je crois. 12 ou 13. On ne sait pas si l'année est écrite en anglais ou en français. En tout cas, on va dire 12 ou 13, il n'y a pas grande différence. Alors, on voit ces toutes premières gondole, très, très fragile. Les gens ont quasiment les pieds dans l'eau, mais c'est pas grave. Tout le monde s'amuse. Les canaux sont plutôt des chaloupes. Et on voit, bien sûr, ce chemin qui fait le tour du lac.
Nous sommes au pied on le voit un peu, du pavillon Belvédère qu'on a parlé tantôt. Donc, on voit bien que l'activité de la gondole est une activité très populaire. Plus tard, en 54, la gondole évolue toujours. Elle grossit toujours aussi. Et on voit que les gens aiment toujours beaucoup se promener sur l'étang du lac. Alors, les gondoles partagent l'étang avec les canots et les chaloupes, ce qui n'est pas évident parce que c'est pas quand même des surfaces d'eau qui sont grandes. La gondole ne va pas non plus très vite, mais elle a quand même sa masse qui fait en sorte qu'elle elle peut pas se promener. Donc, aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer une activité comme ça, de retrouver une gondole sur un des étangs du parc, partageant l'espace avec des canaux, puis plein de monde, des enfants, tout ça, ça serait beaucoup trop dangereux. Donc, notre gondole ici, dans une version un petit peu plus louisianaise, du Mississippi, c'est quand même, je me moque pas, là, je dis juste que c'est ça le parc La Fontaine, c'est ça la gondole, ça met de l'imaginaire pour les enfants qui vont l'occuper et les adultes aussi. Alors, la gondole était toujours bondée de monde. Ça, c'est sa version, je crois, la plus récente. Là, je me souviens plus des années précises. Alors, les gens sont assis, là, il n'y a pas de garde-corps. Encore une chose qu'on ne pourrait pas imaginer, simplement imaginer aujourd'hui. Alors, on voit quand même qu'il y a beaucoup de monde au Parc La Fontaine. C'est un endroit public qui est très, très fréquenté et très aimé. Une autre activité importante, bien sûr, au Parc La Fontaine, ce sont les terrains de jeu. On a parlé tantôt de Émile Bernadet qui, en 1913, avait implanté justement les jeux pour les jeunes dans les terrains de jeu. Alors, c'est un peu ce que l'on voit au Parc La Fontaine, qui a toujours été un petit peu un laboratoire pour ça. Je crois que c'est là qu'on essayait toujours les nouveaux jeux. Alors, ici, c'est un carrousel. J'attire votre attention sur la planche sur laquelle se posent les enfants, qui sont complètement usés. Et moi, je me souviens de ce carrousel-là. Et ça me fascinait de voir que des planches de bois pouvaient être usées à ce point-là. Mais les enfants courent dans le sable, ils montent sur le carrousel, sur une planche de bois avec du sable en dessous des souliers. Alors, forcément, c'est une sableuse orbitale permanente. C'est comme ça qu'on se retrouvait avec des planches usées. Mais ça donne, encore là, des enfants souriants qui sont en train de s'amuser au Parc La Fontaine. Une photo de 1942, les fameux, on dit des seesaws, ou je ne sais pas comment on pouvait appeler ça en français. On disait, nous autres, des balançoires, je suppose. Donc, encore une fois, un parc plein d'équipements et surtout plein d'enfants qui l'utilisent. Les fameuses glissades du parc La Fontaine, qui étaient, comme vous voyez, relativement hautes. Ce n'étaient pas des petites glissades de 3 marches. Et je me souviens, moi, on glissait sur des planches probablement de chêne. C'était un bois dur, pas un bois mou. Effectivement, glisser sur du bois mou, ce ne serait pas prudent. Mais l'été, ces planches-là étaient tellement chaudes là, que si on était en culotte courte, on pouvait se brûler les cuisses. Mais c'était tellement agréable alors, encore une fois, plein d'enfants qui s'amusent. Cette photo-là, je l'ai utilisée à quelques reprises dans des présentations parce que entre 1950 et 2024, je pense que c'est sûr qu'il y a le Cirque du Soleil depuis, mais cette petite fille-là, regardez dans quelle elle se tient après cette espèce d'échelle qui était, je me souviens des échelles, c'est un jeu très dangereux parce que si l'autre, par exemple, lâchait, alors vous tombiez puis vous receviez en plus l'échelle sur vous. Mais c'est un jeu qui a été quand même présent au parc longtemps. Mais regardez la petite fille, elle n'a pas froid aux yeux, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, là. Peut-être elle travaille au Cirque du Soleil. Toujours dans les activités de terrain de jeu, il y a de 1936 à 1947,
tout juste à côté du bâtiment sur la rue Calixa-la-Vallée, du chalet Calixa-la-Vallée, il y a eu la construction d'une immense pataugeoire qui était transformée en patinoire l'hiver. J'en connais pas beaucoup. De toute façon, je ne l'ai pas vu. Je suis né après sa disparition. Mais comme vous voyez, il y a eu toujours des pataugeoires à défaut de piscine au Parc La Fontaine et ça a toujours été très, très, très populaire. Donc là, il y avait beaucoup de monde. Une autre activité qui a été par la suite critiquée à l'effet qu'un terrain de balle occupait énormément d'espace dans un parc quand même pas très vaste. Et qu'il y aurait peut-être lieu de penser à enlever les terrains de balle du parc. Je ne sais pas comment a évolué cette pensée-là, mais toujours est-il, je voulais présenter cette photographie-là pour montrer que à une certaine époque, il y a eu bien sûr aussi dans les années 50, 60, une compétition assez féroce quand chaque paroisse avait un centre de loisirs et chaque centre de loisirs, une équipe de baseball, une équipe de hockey. Et il y avait quand même une grosse compétition entre les différents centres de loisirs qui créait l'intérêt pour ces choses-là. Donc, on voit ici qu'il y avait quand même une bonne foule qui assistait à ces choses-là. Ici, le centre de l'Immaculée Conception, qui est quand même parvenu jusqu'à aujourd'hui avec une qualité assez imposante d'activité sportive, c'était son parc. Alors, le Père La Sablonnière avait son équipe de hockey, 16 équipes de hockey, parce qu'il y avait quand même plusieurs niveaux, 16 équipes de baseball, et ils étaient reconnus comme étant de sauvages défenseurs de la... Le parc est quand même aussi très occupé d'hiver. Une des activités très courues dans le parc est toujours la glissade, glissade en traîneau, glissade sur la glace, glissade de toutes les sortes, qui est encore aussi très pratiquée aujourd'hui, quoique dans les années passées, on a vu des clôtures apparaître pour empêcher les gens de glisser à certains endroits. Je reviens toujours à mon 1950-2024, les choses changent. En 1954 aussi, c'est une innovation à l'époque. À l'arrière du chalet Calixa-la-Vallée, on va procéder à l'installation d'une patinoire artificielle, une glace artificielle, c'était la façon d'aujourd'hui, d'ailleurs, avec le réchauffement climatique, on se rend compte qu'on travaille beaucoup la patinoire du lac inférieur, puis après 2 semaines, il n'y a plus de patin qui se fait là parce que ça a fondu. Alors, à cette patinoire-là, où moi, j'en ai fait des tours de cette patinoire-là, j'ai fait la Terre à la Lune probablement quelques fois. C'était bondé. Alors, il faut imaginer qu'il y a une masse de gens qui tournent dans un même sens, là, mais c'est vraiment bondé. Alors, des gens comme lui là, qui tentaient de faire sa course, il y avait de la difficulté. Une autre activité, c'était le vieux zoo. Pas une activité, mais enfin un autre usage, c'était le vieux zoo. Qui était, vous voyez ici la rue Rachel, la rue Amherst, les grandes serres de tantôt, la maison du gardien, l'étang nord, la fontaine. Donc, cette pointe-là ici regroupait les différents bâtiments où on retrouvait des animaux ce vieux zoo-là a été bâti animal par animal, un curé donne 2 faisans, je ne sais pas trop. Ça a été bâti comme ça. Et il y avait à cet endroit-là, bien sûr, des renards, des petits ours bruns. Et moi, je me souviens que c'était vraiment... Il y avait peu d'intérêt à ça. Mais outre le fait de voir ces animaux-là qu'on ne voyait pas souvent, c'était malodorant. C'était pas drôle pour les animaux, entre autres, je pense, c'est les renards qui tournaient continuellement dans leur enclos. C'était un peu triste à voir. Toujours est-il qu'il sera, dans la modernisation du parc de Claude Robillard, sera remplacé par une autre forme de zoo.
Donc, on voit ici l'endroit où, sur la pointe, on voit ici les serres et la rue Rachel. Le vieux zoo était installé à cet endroit-là. Sur ce très beau croquis qui date de 1955, c'est les premières esquisses du Jardin des Merveilles parce qu'on veut vendre l'idée, Claude Robillard veut vendre l'idée à la Ville de Montréal d'installer cet équipement-là. Le Jardin des Merveilles sera là de 1957 à 1989. En 1989, c'est surtout le fait que, bon, il y a le biodôme qui s'en vient. Il y a le fait aussi que les espaces zoologiques sont de moins en moins, euh, pas tolérés, mais acceptés par la société qui trouve que c'est pas une façon de traiter des animaux. Alors, en 89, ça sera la fermeture du Jardin des Merveilles. Euh, on peut voir que sur un quand même assez petite surface, alors ici on a le Calixa-la-Vallée, le centre, on a le chalet-restaurant, l'étang nord. Alors voici l'espace du Jardin des Merveilles. On a fait on a pensé, on a créé le Jardin des Merveilles en faisant un parcours, un sentier qui amenait les gens d'un sujet à un autre. Tout tournait autour des contes pour enfants. Et c'est incroyable comment est-ce que dans un si petit espace, les gens pouvaient passer des heures à cheminer puis à considérer toutes sortes de choses. Le Jardin des Merveilles, c'était vraiment quelque chose de fascinant. On revoit toujours la vieille baleine bleue, on l'a ressuscitée à quelques reprises. Ça montre un peu le genre pas de bâtiment, mais d'installation que l'on retrouvait dans le Jardin des Merveilles. Alors, les petits-enfants, on voit qu'il y en a un qui n'est pas trop sûr s'il va rentrer parce qu'il y avait un grand aquarium au fond de la gueule de la baleine. Alors, mais c'était impressionnant, c'était éco parce que l'espace était tout revêtu de fibres de verre. Alors, les enfants, quand ils rentraient au Jardin des Merveilles, c'était vraiment un émerveillement. Chaque installation était sujet à demeurer là longtemps. Euh, on retrouvait aussi cette fameuse porte du château de je ne sais trop quoi, avec un pont-levis. Euh, si vous regardez cette photo-là avec la maturité des arbres que l'on a, bon, les petits bâtiments qui étaient là pour des oiseaux, pour des reptiles, je ne me souviens trop. Mais ça montre bien, comme je vous disais tantôt, le côté magique, le côté. D'ailleurs, Claude Robillard, qui a eu l'idée de la création du Jardin des Merveilles, avait, dit-on, pigé son idée en allant dans les sites de Walt Disney, je ne me souviens plus lequel en particulier. Et un autre site qui n'avait rien à voir avec Walt Disney, qui était, lui, à l'origine de ceux de Walt Disney. Alors, il est revenu avec ces espèces de fantaisie de bâtiments un petit peu déformés, tout ça, mais vraiment qui parle aux enfants. Alors, l'Arche de Noé, qui était, euh, elle aussi, il y avait des cages avec des petits animaux, je ne me souviens plus lesquels. Pour les adultes, ben, il fallait se pencher. Puis d'ailleurs, Robillard a toujours dit, parce que le fameux site dont je vous parle qui a servi à lui donner l'idée, la billetterie tenait dans une grosse boîte, une grosse bottine, là, je ne me souviens plus le compte de la grand-mère avec les enfants qui vivaient dans une bottine. Alors, la billetterie est là et les adultes qui entraient sur le site de ce parc d'attractions-là devaient faire un effort de se pencher pour entrer dans. Donc, ça donnait le ton dès l'entrée que ce n'était pas une affaire pour les adultes, c'était une affaire pour les enfants. En tout cas, je vous parlais tantôt des formes un peu cocasses, ben c'est vraiment on étire le rêve. Cette photo-là est assez exceptionnelle en ce sens que pouvez-vous imaginer qu'on est au cœur du parc La Fontaine? On se croirait quasiment dans un monde irréel. La qualité de la végétation, la qualité des espaces, les sentiers, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et le clou
si on veut, du spectacle, le clou de la visite du Jardin des Merveilles, c'était vraiment je ne sais pas si on dit les otaries ou les lions de mer, ou enfin, on va dire les otaries. Alors, il y avait quand même tout un effort qui avait été fait par un gardien, je ne sais pas si on dit un gardien, mais enfin, qui s'occupait des otaries, qui a été là pendant plusieurs années. C'est pas le monsieur que l'on voit sur la photo. C'est un autre monsieur qui a été là pendant des années au Jardin des Merveilles, puis qui avait développé tous les jeux autour de... Évidemment, il y a toujours un éclaboussage de foule, il y a l'Otari qui tire sur la banderole pour la déployer, etc., etc. Donc, c'était et aussi, plus tard, parce que le Jardin des Merveilles n'a pas été aménagé d'un seul coup, il y a eu quelques évolutions. Alors, on retrouve l'éléphant au coin de Calixa-la-Vallée et Rachel, devant un Taj Mahal à éléphant qui était en fait sa maison. Son lunch n'a pas l'air trop appétissant, mais je pense qu'il va s'en tirer pareil. Donc, pour les enfants, dans les années, mais là, on n'est plus dans les années 50, là, on est peut-être dans les années 70. Un éléphant, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais vu ça de leur vie, à part dans l'image. Donc, ça fait partie de ce cheminement-là dans un espace magique qu'on finit par voir un éléphant. Alors, ça aussi, ça faisait partie du Jardin des Merveilles. Le Jardin des Merveilles, pendant quelques années, plusieurs années, a été également ouvert l'hiver. C'était, comme on dit dans les livres, une féerie de lumière multicolore. C'était d'un assez bel effet avec la neige. Par contre, ça ne pouvait pas avoir toute la vitalité de l'été, mais ça gardait quand même son caractère magique des bâtiments. En plus enneigé, c'était pas banal. Bon, quand à la Société d'histoire, quand on parle du Jardin des Merveilles, on a fait une plaque, on en a parlé dans des bulletins, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires que les gens font sur Ah, mon Dieu, le Jardin des Merveilles, pour moi, c'est des souvenirs impérissables, puis les gens racontent un petit peu leur visite. Euh, c'est vraiment une affaire de souvenirs. Je dis toujours à la blague, une usine à souvenirs. Les gens qui ont visité le Jardin des Merveilles, les enfants et les adultes, ne l'ont jamais oublié et s'en souviennent encore aujourd'hui. Bon, on parlait des beaux dimanches tantôt, il y a des beaux dimanches à cette époque-là. Alors, ça faisait partie Le Parc La Fontaine a toujours fait partie, je ne sais plus aujourd'hui si je le fréquente plus de la même façon qu'à cette époque-là. Je ne sais plus si ça fait encore partie d'un périple dans la ville, le Parc du Mont-Royal, le Jardin botanique, le Parc La Fontaine, mais à l'époque, le dimanche, c'était souvent une destination prisée par plusieurs Montréalais. Cette photo-là est quand même assez... elle parle toute seule. Je présume que c'est une journée où il y avait une activité particulière. Le Jardin des Merveilles faisait soit des ouvertures ou soit des concours quelconques, je ne sais trop, qui généraient beaucoup d'affluence. Mais ça vous donne une allure de ce que le parc La Fontaine pouvait avoir l'air un dimanche avec des jeunes femmes, des femmes en jupe et crinoline, puis des messieurs en complet, en cravate. C'est pas nécessaire, mais c'était comme ça dans le temps. Il manque un peu la dernière partie dans l'évolution du parc La Fontaine. J'ai ici deux photos qui montrent une belle photo, malheureusement plus ou moins précise, qui montre un peu le parc avec en référence le centre-ville. Donc, ça montre que c'est pas un parc qui est situé à 1000 lieues de la ville. C'est un parc en plein cœur de la ville. Ça montre aussi que les équipements sont quand même imposants par rapport aux anciens équipements. C'est sûr que il y a beaucoup de monde qui utilise le parc, mais on a vu aussi qu'il y en avait aussi beaucoup à l'époque. Le nouveau pont des années 2000, je n'ai pas la date exacte, mais ça faisait partie de la rénovation plus contemporaine du parc. Ça
ce n'est pas le pont rustique, mais c'est un beau pont pareil. Ça répond à la fonction de cette espèce de cascade entre les deux niveaux d'étang. C'est quand même beau comme vue. Alors, c'est un plus pour le parc. Ce qui est aussi notable dans ces interventions-là des années contemporaines du parc, ça a été la renaturalisation des berges de l'étang nord, qui sont malheureusement disparues avec le nouveau théâtre de verdure, puisqu'on y a aménagé une espèce de chemin quasiment autoroutier. Alors, les berges étaient renaturalisées, c'est-à-dire que les plantes se rendaient jusqu'à l'eau. C'est ce qui a fait en sorte, quand ça a été fait, qu'on a vu réapparaître au Parc La Fontaine, canards, différentes. Il y a même eu des cormorans. Bon, enfin, euh, c'était vraiment beau et bien. Maintenant, oui, je vais compléter avec un petit film produit par l'Office national du film. Il dure une petite dizaine de minutes, qui présente le parc dans les années 50 avec Thérèse Cadorette et Georges Groux, je crois, comme acteurs. Merci, Justin. C'est pas en cinérama, c'est un. Ça vous donne l'occasion de voir les différents équipements dont on parle. Ça, c'est le vieux zoo. C'est un peu encombré, comme vous voyez.